Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. La nouvelle fait immédiatement la une des journaux et se répand dans le monde entier. Je vais maintenant demander qui est arrivé d'ailleurs, à Guy Penaud, qui est commissaire honoraire, de venir à cette tribune. Il a beaucoup travaillé sur un fonds d'archives qu'il a découvert de Maurice Garçon, et je crois qu'il va nous parler, notamment parce qu'il avait fait des découvertes à cette occasion, de la personnalité de Georges Arnaud, qui, vous savez, était l'auteur du Salaire de la peur, mais qui avait une autre particularité que vous allez découvrir tout de suite. Je vous passe la parole. Je vous remercie. Je vais vous parler notamment d'une affaire qui, je pense, aurait pu faire l'objet d'un roman de la part de Jean Simon, puisqu'il y a un lieu intéressant, le château du Périgord. Il y a des faits, un triple meurtre dans ce château. Il y a des personnages qui sortent de l'ordinaire, que ce soit ceux qui ont été assassinés ou ceux qui ont été soupçonnés de ces meurtres. Et il y a une ambiance bien particulière, puisque nous sommes en 1941 dans un château du Périgord. Alors Simenon aurait pu raconter cette histoire du Périgord tout simplement parce qu'un de ses romans se passe en Périgord, c'est le Fou de Bergerac. Fou de Bergerac, donc il n'est pas loin d'ailleurs du lieu où se sont passés ces événements. Ce roman d'ailleurs, il en sera question dans une prochaine émission de Christophe Ondelatte, Faites entrer l'accusé, tout simplement parce que j'ai été filmé il y a 3 semaines par Christophe Ondelatte pour une affaire de l'assassin de la pleine lune de Bergerac. Et cette affaire va être prochainement diffusée sur Christophe Ondelatte. Et à l'époque, les journalistes et tout le monde avaient ressorti ce roman de Simenon en disant, mais est-ce que par hasard l'assassin ne se serait pas inspiré de ce Fou de Bergerac, le roman de Simenon? Vous voyez que nous sommes en plein, si vous voulez, dans le festival Simenon aujourd'hui. Alors, je vais vous parler d'une affaire un peu particulière et d'un personnage vraiment qui sort de l'ordinaire. D'abord, un lieu particulier. Je vais vous parler d'un château du Périgord. Vous connaissez bien le Périgord, puisque vous êtes originaire de là-bas. Et les châteaux du Périgord, il y en a beaucoup. J'ai publié il y a quelques années un dictionnaire des châteaux du Périgord où j'ai répertorié à peu près 4000. C'est-à-dire que le Périgord, bon, nous n'avons pas de plage comme au Sac-d'Olonne, mais il y a beaucoup de châteaux. Et là, c'est un château du Périgord du 18e, un très grand château et un très beau château. Et ce château appartient à une famille, la famille Girard. La famille Girard est une famille un peu particulière. Il y a dans cette famille d'abord le père, Henri Girard, enfin Georges Girard. Georges Girard est un homme, si vous voulez, qui a une situation assez importante, puisqu'en 1941, puisque le fait se passe en 1941, cet homme-là est chargé au ministère des Affaires étrangères des archives. C'est lui le responsable. Officier de la Légion d'honneur, quand même quelqu'un tout à fait respectable. À l'époque, il est replié à Vichy, nous sommes, je vous rappelle, en 1941. Il y a également sa tante, Amélie Poulain, la famille est une famille aisée, qui a beaucoup de revenus, qui a beaucoup de biens, aussi bien à Paris que ce château en Périgord, donc elle vit de ses rentes. Il y a également dans ce château une bonne, Louise Soudex, et il y a le fils Henri Girard, puisque Georges Arnaud est un pseudonyme naturellement. Georges Arnaud, faut-il le rappeler, c'est l'auteur du Salaire de la peur, du roman. Et en fait, son nom, c'est Henri Girard. Il a pris le pseudonyme en prenant le prénom de son père et le nom de jeune fille de sa mère. Donc, Georges Arnaud. Alors, que se passe-t-il en ce mois d'octobre 1941 ? Eh bien, la tante est arrivée dans ce château. Elle y arrive pour passer quelques jours. Et puis, subitement, elle voit arriver son fils qui a passé à la ligne de démarcation, qui ne devait pas être là, donc Henri Girard, et qui se présente au château. Alors, les relations déjà entre Henri Girard et puis sa tante n'étaient pas bien. Il faut dire qu'Henri Girard avait 24 ans à l'époque. 24 ans, c'était un jeune homme brillant, de brillantes études. Il avait passé le bac à 15 ans, le double bac à 15 ans. Il avait fait des études de droit, il a même passé le concours du Conseil d'État. Il avait été éliminé de peu, donc c'est quelqu'un d'excessivement brillant. D'ailleurs, j'ai publié dans mon livre des lettres qu'il a écrites de la prison de Périgueux, absolument extraordinaire. Il faut dire que c'était un écrivain vraiment sortant de l'ordinaire. Il avait été marié très jeune, et déjà à 24 ans, il était en instance de divorce, donc c'est un garçon qui avait une vie, disons, assez agitée. Alors, il vivait à Paris, et donc arrivé en Périgord,
Et curieusement, dès qu'il arrive en Périgord, il téléphone à son père, qui est à Vichy, en disant à son père, écoute, viens nous retrouver dans ce château du Périgord qui se trouve à Espoir. Espoir, c'est une commune qui se trouve à peu près une quinzaine de kilomètres de Périgueux. Viens nous retrouver dans le château. Alors le père dit, mais non, moi je ne veux pas venir en Périgord, moi je suis pris à Vichy. Il dit, si, il faut que tu viennes parce qu'il faut qu'on parle de mon avenir, savoir ce que je vais faire. C'est quand même assez curieux parce que ces deux hommes, le père et le fils, avaient passé un mois auparavant leurs vacances ensemble. En tout cas, le fils insiste pour que le père vienne. Et le père, effectivement, il prend le train à Vichy et il vient en Périgord. Et ils passent la journée ensemble. Et le soir, dans ce grand château du Périgord, c'est un château assez considérable, le 18e, eh bien, on les voit tous les quatre qui mangent le soir au château. Et puis, à 19h, 20h, ils ferment toutes les fenêtres, toutes les portes du château. Donc, tout est fermé et ils sont à l'intérieur. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller dans ce château. Vous, c'est transformé en chambre d'hôte. Vous trouverez la chambre de l'assassin, la chambre de l'homme qui est mort, etc. Vous pouvez dormir là-bas. C'est absolument magnifique. Et les lieux n'ont pratiquement pas changé. C'est un château dans un grand parc. Vous verrez, c'est vraiment remarquable. Et donc, tout le monde s'endort ce soir-là. Il y avait, il faut dire, à l'entrée du château, du parc, une maison pour les gardiens de la famille Tolu. Et le père Tolu était un homme malade qui, au cours de la nuit, s'est levé, dit-il, n'a rien remarqué de particulier. Simplement, à 6h du matin, il est sorti sur le chemin qui borde le château. Et là, chose curieuse, il a découvert un porte-monnaie et un portefeuille. Il l'ouvre, il y avait de l'argent, mais il y avait surtout les papiers du père Girard. Alors Tolu, qui était malade, il ramasse tout ça, il rentre chez lui et il se couche. Nous sommes à peu près à 9h du matin. La mère Tolu est là, le père Tolu également dans son lit en train de se reposer. Et tout à coup, tout le monde entend des cris venant du château. Au secours, vite venez. Alors la mère, le père Tolu est au lit, il ne bouge pas, mais la mère Tolu, vite elle prend le chemin qui conduit au château, et elle tombe sur qui? Sur le fils Girard. Et le fils Girard, il dit, mais ils ont tous été tués. Alors ça, là, vraiment, c'est étonnant. Alors, tout le monde rentre dans le château, tout le monde. La mère Tolu, puis le père Tolu, et le fils, il rentre dans le château, qu'est-ce qu'il trouve? Dans une pièce, il y avait le père Girard et la bonne, tués à coups de serpe, et dans une autre pièce, il y avait la tante, tuée également à coups de serpe. Et le seul survivant, c'était le fils Girard qui était là. Alors c'était un peu curieux quand même, puis tout le village accourt, tout le village est là, et les gens sont un peu surpris de l'attitude d'Henri Girard quand même, parce qu'ils le voient tout d'un coup boire un peu de l'eau de vie qui est là, mais peut-être en Périgord, beaucoup de gens boivent de l'eau de vie, et puis tout à coup on entend Henri Girard qui joue du piano. Alors, on lui a posé la question par la suite, mais pourquoi vous jouez du piano alors que votre père, votre tante est la bonne d'être tuée? Il dit non, mais je jouais Tristesse de Chopin. Naturellement, on le comprend. En tout cas, le maire de la commune, il va à la cabine téléphonique qui se trouve à 5 km et il téléphone aux gendarmes de Savignac-les-Églises. Savignac-les-Églises qui se trouve à 10 km. Et les gendarmes en 41, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent en bicyclette. Ils viennent en bicyclette depuis Savignac-les-Églises et ils arrivent là-bas au château. Le procureur a été prévenu. Et le procureur se déplace avec les instructions et son greffier au château. Tout le monde est ça. Et alors là, quand même, le procureur se dit, oh là, c'est une affaire relativement grave, puisqu'il y a d'abord 4 cadavres tués à coups de serpe. Cette serpe a été retrouvée d'ailleurs dans une des chambres, maculée de sang. Elle est là. Et il dit, le père Girard, avec cette profession très importante à Vichy, surtout dans les archives, oh, c'est une affaire trop grave, je vais la confier à la PJ. Et la PJ est appelée, c'était la PJ de Limoges qui était compétente à l'époque, et elle arrive sur place. Naturellement, on questionne Henri Girard, et que dit-il? Il dit, écoutez, moi, c'est simple, j'étais dans le château, mais les meurtres ont été commis là-bas, à l'autre bout, au rez-de-chaussée, mais moi, j'ai dormi de ce côté-là, au premier étage, et je n'ai rien entendu. Et effectivement, immédiatement, les gendarmes font un essai, ils se mettent là-bas, au rez-de-chaussée, ils crient, tout ça, et effectivement, à l'autre bout du château, on n'entendait absolument rien. Enfin, c'est curieux quand même, parce que d'habitude, Henri Girard, il dormait également là-bas. Et ce soir-là, il a dormi ici. Et comme par hasard, il y avait dans cette chambre au premier étage le compteur électrique qui permettait d'éteindre la lumière dans le château. En tout cas, interrogé, Henri Girard il dit non, moi j'ai rien fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, comment quelqu'un a pu rentrer dans le château, je l'ignore. Et tout à coup, la mère Tolu a dit, mais écoutez, il y a une chose bizarre, parce que cette serpe, je la connais, cette serpe. Elle m'a été empruntée par Henri Girard il y a quelques jours. Il est venu me trouver en me disant qu'il me faudrait une serpe pour ouvrir des portes dans le château. Et c'est moi qui ai prêté cette serpe à Henri Girard. Ce sont vraiment des choses curieuses. Alors les gendarmes arrivent,
Et alors, ce qui se passe souvent, c'est que je pense que tout le monde, à ce moment-là, était persuadé qu'Henri Girard était coupable, naturellement. Aussi bien les gendarmes, que les magistrats, que les policiers. Et donc, ils n'ont pas du tout approfondi la chose. Ils ont simplement pris des dépositions. Chose curieuse, à l'époque, les gardes à vue n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, avec toutes les précautions qui sont prises. Eh bien, Henri Girard, il était à l'église d'Espoir pour assister à l'enterrement des choses. Alors, chose encore plus étonnante qu'on ne trouverait pas aujourd'hui, naturellement, et j'ai des photos qui sont là, mais je ne les ai pas publiées, heureusement. C'est un grand château, il y avait dans la cuisine une grande table, c'est telle qu'on les trouve en Périgord, et on a appelé les médecins légistes qui sont venus, et les 3 cadavres ont été mis sur la table, l'autopsie a eu lieu sur la table de la cuisine, on voit la photo, c'est absolument extraordinaire. En tout cas, Henri Girard, il a toujours nié, quoi qu'il arrive, il a dit non, moi, pas de problème, je ne suis au courant de rien, je ne sais pas ce qui s'est passé, je dormais au premier étage, ça s'est passé là-bas, je l'ignore. En tout cas, il a été présenté ce jour-là quand même, enfin quelques jours après, 2 ou 3 jours, au procureur public, puis au juge d'instruction, inculpé et écroué à la maison d'arrêt de Périgueux. L'instruction va être assez longue parce que, je rappelle qu'à cette époque-là, il y avait une ligne de démarcation, et donc pour faire des enquêtes à Paris, puisque tout le monde normalement habitait Paris, ben c'est assez long pour faire passer des commissions rogatoires, c'est assez compliqué. En tout cas, l'instruction a duré à peu près 2 ans et demi, et pendant 2 ans et demi, eh bien, Henri Girard, devant les magistrats, il a toujours nié quoi que ce soit, et on arrive quasiment au jour du procès. Alors là, il y a une chose assez extraordinaire, je vous dis que le père Girard était un homme absolument remarquable, si vous voulez, qui s'intéressait certes aux affaires étrangères, certes, si vous voulez, à son métier, mais également à l'histoire et à la littérature. Et parmi ses amis, il y avait maître Maurice Garçon, grand avocat, si vous voulez, parisien, très connu, si vous voulez, et le fils Girard a demandé à Maurice Garçon de s'occuper de son cas, de venir le défendre à Périgueux. Il a accepté vraiment de venir, mais il est venu juste pour le procès, hein. Il n'est pas venu auparavant, il est venu pour le procès, il est descendu, la veille du procès quand même, il est venu au château, nous verrons que cela aura son importance pour visiter un peu les lieux. Et le procès commence, alors à l'époque ce procès, vraiment c'est une chose absolument extraordinaire, je crois que même à la maison d'arrêt de Périgueux, on avait préparé la chambre des condamnés à mort, déjà pour maître Henri Girard. Donc déjà tout le monde pensait qu'il était coupable, qu'il n'y avait aucun problème. Le procès commence, et puis là, dès la fin de l'interrogatoire d'Henri Girard, le président Hurlot, dont nous reparlerons tout à l'heure, ce président décide de faire un transport dans le château pour voir un peu les lieux. Évidemment, parce que c'était incompréhensible. Ce château, si vous voulez, toutes les issues fermées, que ce soit les portes ou les fenêtres, et puis 3 personnes tuées à coups de serpe, et lui, Henri Girard, couche en haut. Alors tout le monde se déplace là-bas, que ce soit les policiers, les magistrats, les jurés, les avocats, et Henri Girard naturellement, tout le monde se déplace sur place, voit les lieux, effectivement, personne ne comprend rien. Il y avait simplement, si vous voulez, sur le côté du château, une pièce. Et là, il y avait une porte-fenêtre avec des volets. Et naturellement, tout le monde dit, mais comment quelqu'un d'autre aurait-il pu rentrer dans ce château pour assassiner ces 3 personnes? Et maître Maurice Garçon dit ensuite à un gendarme, écoutez, passez-moi une branche d'arbre, là je vois qu'il y a une fenêtre, mais la pierre est légèrement cassée, et je pense que je vais pouvoir l'ouvrir. Effectivement, il passe la branche, si vous voulez, derrière les volets, et crac, il arrive à ouvrir les volets, il dit voilà, l'assassin a peut-être pu rentrer, si vous voulez, par cette issue-là, et c'est certainement comme ça que ça s'est passé. Bon, en tout cas, si vous voulez, le procès a lieu, procès sensationnel, hein, il y avait une foule considérable. Le Périgord était alors occupé, hein, puisque nous étions après 42, après novembre 42, et j'ai des photos où on voit si vous voulez, les jurés qui regardent la cour d'assises, le tribunal qui est là, et à gauche, là, il y avait la Feld commandanture qui s'était installée, et on voit les gendarmes allemands qui sont là, et qui voient passer tout ce monde, cette foule considérable, et qui vient au procès. Alors le procès, naturellement, est un procès un peu spécial. Bon, l'interrogatoire se passe, alors il y a peu de témoins, à vrai dire, beaucoup de témoins à charge, peu de témoins à décharge. Alors, quand même, Henri Girard avait donné quelques noms. Et parmi les noms qu'il avait donnés, il y avait celle d'une prostituée qu'il avait vue la veille d'arriver à Espoir. Maître Maurice Garçon a dit, écoutez, je crois qu'il vaudrait mieux peut-être pas insister sur ce point, on ne va pas la faire venir, ce serait quand même un peu plus grave. Et donc, le procès a lieu, les interrogatoires ont lieu, et puis les plaidoiries ont lieu. D'abord, il y a naturellement la partie civile, la bonne, l'avocat de la bonne. Et cet avocat va plaider pendant 6 heures. Pendant 6 heures, il va plaider, en sortant tous les éléments qui sont en défaveur, naturellement, d'Henri Girard. Le fait qu'il avait une vie dissolue à Paris, le fait qu'il avait insisté pour que son père vienne là, le fait
toutes les issues étaient fermées dans le château, et puis d'autres faits encore. Et à la fin des 6 heures, le public dans la salle a applaudi. Applaudi. L'avocat a demandé la peine de mort, mais le public a applaudi, donc pas de problème, il va être condamné à mort. L'avocat général prend ensuite la parole dans son réquisitoire, et lui aussi, à la fin de son réquisitoire, il est applaudi. Alors là, je pense que les journalistes qui sont présents, même beaucoup de journalistes parisiens, disent il n'y a aucun problème, Henri Girard va être condamné avec 3 meurtres, aucune difficulté. Et le lendemain matin, Maurice Garçon va prendre la parole. Alors, il faut dire que les jurés, c'était des hommes à l'époque, uniquement des hommes, et c'était pour la plupart des paysans du Périgord, venant de leur village du Périgord. Et Maurice Garçon, qui était un Parisien, un intellectuel, quelqu'un, si vous voulez, qui fréquentait les salons dorés de la région parisienne, mais comment allait-il faire, si vous voulez, pour se faire accepter par ces paysans? Comment allait-il introduire sa plaidoirie? Et là, il a été extraordinaire. Il a dit, messieurs les jurés, comme vous, j'ai ma terre à quelques lieues d'ici. Effectivement, il avait une propriétaire d'une ferme, si vous voulez, à quelques centaines de kilomètres du Périgueux. Comme vous, dans quelque temps, je vais faire les moissons et les vendanges. Comme vous, je vous connais. Puis il avait embarqué. Et en simplement 2 heures, il a plaidé de façon absolument remarquable, si vous voulez, et il a rappelé notamment le fait qu'il avait réussi à ouvrir un volet, si vous voulez, pour rentrer dans le château. Il dit, c'est là, par là, que l'assassin a pu rentrer et qu'il a pu pénétrer dans le château. Naturellement, chose encore plus étonnante, les jurés se retirent. Et 10 minutes après, alors qu'il y avait, je vous rappelle, quand même 3 personnes de tuées, c'était beaucoup de questions, 10 minutes après, les jurés reviennent. Il faut dire que quand Maître Maurice Garçon finit de plaider, la foule applaudit. Celle qui la veille, si vous voulez, a applaudi sur les réquisitions, sur la plaidoirie de l'avocat général, et bien là, Maurice Garçon, la foule applaudit, c'est dire le rôle important des avocats, ce n'est pas les avocats présents qui vont aujourd'hui me dire le contraire. Donc c'est très important. Et 10 minutes après, les jurés reviennent, et Henri Girard est acquitté. Alors là, naturellement, la foule a applaudi, c'est absolument extraordinaire, dans ce tribunal bondé, comme aujourd'hui, certainement, énormément de monde, et Henri Girard est libéré. Alors, que fait-il Henri Girard? Eh bien, il retrouve la femme avec laquelle il s'était réconcilié pendant qu'il était en prison, parce qu'elle lui amenait des vivres, des choses comme ça, il était bien content, il a divorcé peu après d'ailleurs, sans aucun problème. Et le soir, tout le monde est allé fêter ça dans un restaurant de Périgueux, avocats, famille, femmes, et lui, Henri Girard. Et alors là, il se passe une scène assez étonnante dans ce restaurant de Périgueux. Nous sommes le rappelé en 1943, lorsqu'a eu lieu ce procès. Et là, c'est une scène assez étonnante. La femme avait amené son petit chien. Et elle a demandé au serveur de porter quelque chose pour son petit chien. Alors on a porté un petit beefsteak pour son chien. Et Georges Arnaud, Henri Girard, voyant cela, il a pris l'assiette, il a jeté par la fenêtre, il a pris le chien, il a jeté par la fenêtre. Ça, c'était épouvantable pour lui. Il faut dire qu'il était en prison depuis 2 ans et demi et qu'il avait certainement beaucoup souffert de cette chose-là. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment il se fait qu'un tel jugement a pu intervenir. Et c'est là où je vais revenir sur le président de la cour d'assises. Le président de la cour d'assises qui s'appelle Hurlot. Ce président a un destin assez étonnant. À vrai dire, cet homme-là était en poste à Paris en 1933 et en 1934, et il avait été impliqué dans l'affaire Stavisky. En effet, lorsqu'une perquisition avait été faite dans le cabinet de l'avocat de Stavisky, on avait retrouvé une lettre de ce magistrat qui avait écrit à Stavisky en disant « Cher ami, etc., est-ce que vous pourriez intervenir auprès de toutes les personnes que vous connaissez pour que ma carrière soit accélérée, etc. » Naturellement, à l'époque, il avait été convoqué, et même quand il avait été convoqué par les plus hauts magistrats, les hauts magistrats à Paris, par le ministère de la Justice, il avait même tenté de se suicider. Vous le verrez, si vous prenez l'affaire Stavisky, ce magistrat a essayé de se suicider. Alors il avait été muté à Alger, puis à Limoges, il avait été en sorte, il était limogé, si on peut dire. Et que fait-il, ce magistrat, lorsqu'il apprend que Maître Maurice Garçon va défendre Henri Girard? Eh bien, ce magistrat, il écrit à Maître Maurice Garçon. Il écrit à Maître Maurice Garçon en disant « Écoutez, cher maître, vous savez que dans l'affaire S. Point, vous savez ce qui m'est arrivé. Alors, je demande d'intervenir auprès des personnes que vous connaissez pour que ma carrière soit reconsidérée. » Et Maître Maurice Garçon lui répond à ce magistrat. Il disait, Maître Maurice Garçon répond à ce président de cour d'assises, écoutez, vous savez que vraiment le sort de la personne que je défends me tient beaucoup à cœur. Quant au magistrat dont vous m'avez parlé, pensez bien que je n'ai pas entendu que vous m'écriviez pour dire tout le bien que je pensais de lui. Donc on voit, si vous voulez, qu'effectivement, la chose, si vous voulez, avait été combinée entre ce président de la cour d'assises et Maître Maurice Garçon. Alors pourquoi je peux avoir ces documents?
Tout simplement, quand je me suis lancé, si vous voulez, dans l'écriture de cet ouvrage, j'ai essayé d'avoir naturellement la procédure qui figure aux archives départementales. J'ai fait une demande, la procédure, l'accès à la procédure m'a été refusé en Dordogne. La fin, j'ai fait un recours auprès du Premier ministre, refusé également, on m'a dit non, ce n'est pas consultable. Et alors j'ai cherché, et sur Internet, j'ai trouvé que la famille de maître Maurice Garçon avait déposé tous les dossiers plaidés par cet avocat au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau. Naturellement, dans ce cas-là, j'ai fait une demande de dérogation à la famille de maître Maurice Garçon qui m'autorisait à consulter tout le dossier. Et je suis monté à Fontainebleau, j'ai demandé le dossier qui était épais comme ça, je l'ai ouvert, et il y avait toute la procédure et toutes les lettres reçues ou expédiées par maître Maurice Garçon, parce que lui, il a tout gardé, naturellement, il s'est bien gardé d'intervenir auprès des hommes politiques de l'époque pour que la carrière du président Hurlot soit reconsidérée. Voilà, si vous voulez, notre homme Henri Girard, Georges Arnaud. Alors, que fait-il, Georges Arnaud, Henri Girard? Eh bien, il a hérité de tous les biens de la famille. Le château du Périgord, un château magnifique, splendide, énorme. Il a hérité d'immeubles à Paris et il a dilapidé tous les biens en quelques années. Tout a été dilapidé, tous les biens qu'il a hérités de cette famille, parce que tous les biens étaient en indivision entre le père et la tante. Il fallait donc que les deux disparaissent pour hériter tous ces biens. Il a tout dilapidé. Là, il est parti en Amérique du Sud, où il a exercé plusieurs métiers, si vous voulez, depuis chauffeur de taxi jusqu'à conducteur de camion, jusqu'à barman, enfin tout plein de métiers. Et il est revenu en France, et c'est là, à ce moment-là, qu'il a écrit Le Salaire de la peur, qui a été porté à l'écran quelques années plus tard, ce film absolument remarquable. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je me suis intéressé à cette affaire-là, à cette affaire qui sort vraiment de l'ordinaire, qui est une affaire, celui-là, assez étonnante? Tout simplement parce que, il y a quelques années, il y avait sur une chaîne câblée une émission, je ne sais pas si certains l'ont vu, où il y avait deux personnages qui étaient dans un véhicule et qui discutaient de choses et d'autres, de n'importe quoi. Et ce jour-là, si vous voulez, c'était Gérard de Villiers, l'auteur des SAS, et Laurent Chalumeau. Et tous les deux discutaient de littérature, des choses comme ça. Et tout d'un coup, Gérard de Villiers s'est arrivé à parler de Georges Arnaud. Et Gérard de Villiers dit « Ah, mais je l'ai connu, Georges Arnaud, je l'ai connu, cet homme-là. » Il dit « Figure-toi, dit-il à Chalumeau, qu'il y a quelques années, dans les années 70, j'ai voulu racheter les droits du Salaire de la peur. Et à l'époque, Georges Arnaud se trouvait en Algérie, parce qu'il avait été impliqué comme porteur de valise pour le FLN. Ensuite, il s'est retrouvé en Algérie pendant quelques temps. Et donc, Gérard de Villiers, il dit, je suis allé à Alger pour discuter avec lui de la reprise des droits du Salaire de la peur. Et un jour, nous étions sur la hauteur d'Alger, lui et moi, Georges Arnaud, et moi, Gérard de Villiers. Alors, je lui ai dit, bon alors, tu peux me le dire maintenant, tu les as tués ou tu les as pas tués? Alors l'autre a dit, oui, je les ai tués. Et Gérard de Villiers dit, mais pourquoi tu as tué la bonne? Il a dit, parce que j'étais énervé. C'est une chose assez étonnante. Alors, dernier petit point que je voudrais citer devant vous, qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait deux jeunes filles, si vous voulez, dont la tante était, la tutrice. Ces deux jeunes filles habitaient sur la Côte d'Azur. Et encore quelques années plus tard, elles ont vu la carrière littéraire et cinématographique d'Henri Girard, Georges Arnaud. Elles ont dit, on pourrait peut-être lui écrire pour savoir s'il ne pouvait pas trouver une ouverture pour jouer, pour être dans le cinéma. Elles écrivent à Georges Arnaud à Paris. Lui, il dit, écoutez, si vous voulez, venez me voir, je suis prêt à vous recevoir à Paris et voir ce que je peux faire pour vous. Je vous donne rendez-vous à tel endroit, telle rue, tel numéro. Bon, alors les deux jeunes filles, elles disent, on monte à Paris. Alors c'est sur la rive droite, à Paris, rue Jacob. Alors les filles prennent le métro, elles arrivent rue Jacob, elles arrivent au numéro, elles cherchent le numéro 40, où elles avaient rendez-vous avec Georges Arnaud. Elles arrivent là, elles arrivent de numéro 40, l'hôtel, le restaurant, le bar dans lequel Georges Arnaud avait donné rendez-vous avec ces jeunes filles, il existe toujours, pour y aller, c'est le bar des assassins.